je viens de vous partager une recette que moi j'affectionne particulièrement en fait, qui est celle de la modélisation. Un exercice justement de décodage de comment le homard peut nous donner une leçon de leadership finalement. Il y a une phrase qui dit on rentre dans une organisation, enfin on rejoint une organisation en tant que candidat et on quitte un manager. Bonjour et bienvenue au cœur des Soft Skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des Soft Skills. Aujourd'hui, nous abordons une compétence incontournable pour ceux qui aspirent à exceller dans les rôles de gestionnaire, de dirigeant, des cadres, mais aussi au-delà de la simple autorité hiérarchique. Nous allons explorer cette Soft Skills avec Caroline de Blander. Bienvenue. Bonjour. Caroline. Bonjour. Elle a lancé une newsletter justement et un podcast nommé Inspiration Soft Skills. Donc on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour pouvoir nous parler de cette compétence clé. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Oui, et d'abord, bonjour Noémie, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation, c'est un plaisir de partager ce moment ensemble. Effectivement, je suis Caroline de Blander, je travaille actuellement dans la fonction publique en Belgique francophone, où j'ai le plaisir d'accompagner des managers dans leur montée en compétences et où je les accompagne également à atteindre leurs objectifs en RH. Donc, ce métier que je fais actuellement, je ne l'ai pas toujours exercé. Mon parcours, je l'ai commencé dans le milieu académique et surtout scientifique. J'ai fait une thèse de doctorat en sciences sociales où j'ai eu l'occasion de m'intéresser à la perception et l'acceptation sociale des technologies. Je dirais que le fil rouge et le fil conducteur de ces deux métiers, de ces deux secteurs professionnels qui sont un peu différents quand même, c'est le fait d'avoir une aptitude à comprendre, à décrypter, une volonté à décomposer et à comprendre le système dans lequel on évolue pour aussi transmettre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Je veux dire que cette notion de transmission, et effectivement, c'est pour ça aussi que j'ai lancé la newsletter Inspiration Soft Skills. Et il y a une particularité dans ces mondes professionnels qui est que j'ai été formée à un métier qui était celui de journalisme. Je vais faire un master en journalisme que je n'ai jamais exercé. Et à l'inverse, j'ai exercé des métiers pour lesquels je n'ai jamais été formée au sens de la formation initiale. Il n'y a pas de diplôme pour devenir chercheur. On apprend sur le tas en tant que tel. Et il n'y a pas non plus de diplôme dans le métier que j'exerce dans la fonction publique. C'est un métier que j'ai créé un petit peu, que j'ai ciselé en fonction de mes aspirations, des besoins du terrain et des constats que je faisais, et qui m'a amenée en fait aux compétences comportementales, aux soft skills, et qui fait que j'ai eu aussi la volonté de partager autour de moi le constat que j'ai fait dans mon secteur professionnel, qui était de dire que les compétences comportementales m'ont permis finalement de m'adapter, de pivoter d'un métier à un autre et d'évoluer dans des secteurs qui sont très différents. Et donc ça, je le fais via la newsletter Inspiration Soft Skills, qui est également un podcast. Et également, je viens de coécrire un ouvrage qui s'appelle Soft Skills, les nouvelles clés du succès, qui a été dirigé par Jérôme Haro, qui porte en fait cette philosophie, cette volonté de partager cette prise de conscience auprès du plus grand nombre. Génial, merci Caroline. Alors, pour démarrer, quelle est toi ta définition du leadership ? Alors, le leadership, c'est quelque chose de vaste qui amène finalement plein de perceptions et plein de visions finalement différentes des uns et des autres. Mais pour moi, la définition du leadership, celle que je retiens, c'est la capacité, l'aptitude à la fois à guider les autres, à les inspirer et aussi à les faire grandir et à les amener finalement à atteindre des objectifs qui sont portés aussi collectivement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la définition du leadership, que c'est ces trois dimensions finalement. Et le leadership, il s'appuie à la fois sur une dimension d'exemplarité. Il y a vraiment cette notion d'exemple, de modèle derrière la notion de leadership, et aussi une forme de légitimité, une légitimité qui ne se décrète pas de la part de la personne, mais qui s'instille, qui fait vibrer finalement les autres autour. Donc, ça me semble être en tout cas la définition en tant que telle du leadership. Et ce leadership, il s'appuie aussi sur une multiplicité de compétences comportementales, justement.
peut-être la communication, pense à la communication, à la vision, etc. Donc, c'est une forme de métacompétence et c'est ça qui amène peut-être une difficulté aussi parfois de définition du leadership. Ouais. Alors, tu cites la communication dans cette métacompétence. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y en a plein, mais peut-être avant de revenir sur les compétences sur lesquelles s'appuie le leadership, je vais t'inviter, Noémie, je vais inviter peut-être les personnes qui nous regardent également à un petit exercice avant tout, c'est à penser à une personne qui t'inspire du leadership, en fait. Donc, si tu penses leader, à qui penses-tu spontanément, je vais dire ça comme ça. Oui, il y en a beaucoup, effectivement, mais je vais te répondre peut-être Mark Zuckerberg, oui, qui est quand même le cofondateur d'un des premiers réseaux sociaux, Facebook. C'était un plein essor à l'époque, je me rappelle, et de son jeune âge, il a réussi à allier la psychologie, l'informatique. Et c'est aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux, c'est quand même devenu le quotidien. Donc, je pense spontanément à lui, comme ça, pour son audace et cette ingéniosité aussi. Oui, super. Et justement, tu viens de l'aborder, mais quelles sont, donc en dehors de la personne, quelles sont les qualités, les aptitudes, peut-être les talents auxquels tu penses spontanément quand tu penses à cette personne ? Oui, comme je te disais, effectivement, l'audace, l'ingéniosité... cette capacité à prendre des risques et aller jusqu'au bout aussi, de pouvoir embarquer, j'imagine, collectivement des personnes vers ce projet-là. Oui, effectivement. Oui, et je pense que dans l'exemple ici, l'idée, c'est en tout cas de montrer qu'effectivement, il n'y a pas non plus une manière d'être leader. Il y en a plusieurs, parce que j'imagine que les auditeurs ont pensé à d'autres personnes que potentiellement Mark Zuckerberg. Et sur le fait que le leadership, donc, effectivement, s'appuie sur des dimensions qui sont assez larges, donc en tant que métacompétences. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ça s'appuie sur 3 domaines, entre guillemets, de compétences comportementales. Donc, on classe souvent les compétences comportementales, et ce qui vient souvent quand on parle de leadership, c'est tout ce qui relève de la relation aux autres, la communication, la dimension d'empathie peut-être, d'intelligence émotionnelle, donc d'écoute active aussi, donc de relation à l'autre. Ça, c'est le premier domaine sur lequel s'appuie le leadership. C'est le premier socle, je vais dire, en tant que métacompétence. Après, il y a un deuxième domaine qui est la dimension tu parlais de vision, d'ingéniosité. Ça, c'est plutôt lié d'une certaine manière à la relation que le leader peut avoir avec son environnement, une forme d'intelligence situationnelle, de capacité peut-être à déceler une opportunité dans un contexte où d'autres ne le verraient pas. Aussi la capacité qui s'appuie aussi sur la capacité d'observation, d'analyse de l'environnement, de compréhension assez fine et surtout de déceler ces opportunités, de pouvoir produire une forme d'innovation finalement à partir d'une situation qui est commune à d'autres. Ça, c'est une dimension essentielle aussi du leadership qu'on observe chez la plupart des leaders. Et puis il y a une troisième dimension, un troisième domaine sur lequel s'appuie aussi le leadership et qui est peut-être un peu moins connu ou en tout cas perçu de manière spontanée par la majorité des gens, c'est la dimension intrapersonnelle. Le leadership s'appuie aussi sur une très bonne connaissance de soi. On parle aussi d'authenticité, d'alignement quand on parle de leadership. C'est des personnes généralement qui se connaissent très bien, qui ont une bonne vision de là où elles vont, où elles veulent aller. Et donc ça s'appuie sur une forme aussi de réflexivité. Sur soi, sur la situation, sur les autres, bien sûr. Et ça s'appuie également sur une capacité à apprendre. Ce sont souvent les leaders, des personnes qui ont une capacité d'autodidacte sur certaines situations et de growth mindset, donc un rapport à l'échec qui est souvent donc vu non pas comme l'échec en tant que tel, l'obstacle majeur qu'on n'arrive pas à dépasser, mais l'échec vu comme une opportunité d'amélioration continue. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la définition donc, du leadership en tant que métacompétence, donc s'appuyant sur ces 3 domaines et qui fait qu'on peut finalement développer son leadership en développant
sa capacité de communication, son aptitude à développer une certaine vision, sa capacité d'observation, etc. Aussi sa prise de décision, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la dimension de prise de décision, elle est essentielle dans le leadership. Et donc tout ça sont des compétences qu'on peut muscler, puisqu'on parle bien de soft skills, donc de compétences qu'on peut développer et qui peuvent d'ailleurs aussi s'atrophier en fonction des moments de la vie, et donc qu'on peut développer au cours du temps pour monter en leadership dans le contexte qu'on a, qu'il soit personnel d'ailleurs ou professionnel. Oui, bien sûr. Alors, on fait souvent d'ailleurs la distinction entre un manager et un leader. Oui. Alors, je suis obligée de te poser cette question, du coup, Caroline. Comment toi, tu distingues ces deux rôles? Oui, alors pour moi, donc, ma définition en tout cas du manager, le manager, c'est celui qui a le rôle hiérarchique, qui a le pouvoir hiérarchique, une forme de légitimité qui est proclamée par peut-être l'organigramme dans une organisation. Donc, c'est celui qui a le pouvoir légitime, entre guillemets, a priori sur les autres. Mais ce n'est pas parce qu'on est manager qu'on est forcément leader. Et pour qu'on comprenne bien, je vais peut-être vous illustrer par deux situations. Oui. Donc, les deux situations dont je vais parler ici sont deux situations où on a bien un manager. Enfin, donc, dans chacune des situations, il y aura un manager. Par contre, il y aura un manager qui fera moins preuve de leadership, on va dire ça comme ça, et une autre situation dans laquelle on aura un manager qui fait preuve de leadership. Donc, première situation, on a un manager qui organise régulièrement des réunions avec ses équipes. Il fixe l'ordre du jour au préalable, mais sans ouvrir cet ordre du jour, donc c'est-à-dire avec des points qui sont bien balisés et bien cadrés. Lors de la réunion avec ses collaborateurs, il va imposer son point de vue, il va d'une certaine manière imposer ses arguments et amener finalement son propos, ses avis, mais sans forcément écouter l'avis des collaborateurs, voire même, si un collaborateur, à un moment donné, émet un avis qui ne rentre pas dans le cadre de ce qu'il a prévu, il ne l'écoute pas forcément et ne revoit pas ses arguments. Donc ça, c'est la première situation, un manager vis-à-vis de ses collaborateurs dans le contexte de réunion. Deuxième situation, on a un manager qui également organise des réunions régulièrement avec ses équipes, fixe un ordre du jour, mais qui est ouvert. Donc, il va laisser le cadre ouvert aussi à ce que les membres de l'équipe et les collaborateurs puissent apporter des propos, des éléments dans le cadre de la réunion. Donc ça, c'est en amont de la réunion. Et lors de la réunion, il va écouter les collaborateurs, reformuler parfois les avis des collaborateurs qui vont pouvoir être émis, donner aussi du feedback par rapport à ces avis et favoriser, dans le cadre de ces réunions, l'intelligence collective, peut-être avec des méthodologies particulières, pour faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, donner son avis, et il reverra évidemment son point de vue en fonction des avis des collaborateurs. Donc, deux situations, deux managers. Noémie, dans quelle situation penses-tu que l'un des managers fait preuve de leadership et l'autre pas ? Eh bien, je pense que la deuxième situation, on va plutôt à un leader. C'est ça, voilà, effectivement. Je choisis. Effectivement. Donc, je voulais illustrer par deux comportements et deux situations, effectivement, le fait qu'on peut très bien être manager sans être forcément leader, et que cette qualité de leader, elle illustre à la fois des capacités d'écoute, de prise en compte des avis des uns et des autres, de feedback, de feedback constructif et de reformuler les choses, et de co-construction aussi par rapport à la philosophie partagée avec les collaborateurs. Donc ça me semble essentiel. Et ça me semble d'autant plus essentiel qu'à l'heure actuelle, ce qu'on constate finalement dans les organisations, et c'est le cas en tout cas dans la fonction publique dans laquelle moi j'évolue, c'est qu'on a cette vague de grandes démissions, on a beaucoup de turnover, et ce dont on se rend compte, c'est que souvent, c'est parce que les managers n'ont pas ces qualités de leadership. Il y a une phrase qui dit on rentre dans une organisation, enfin on rejoint une organisation en tant que candidat et on quitte un manager. Et effectivement, le rôle de manager est essentiel pour pouvoir faire en sorte de garder, on parle de rétention du personnel, de garder les collaborateurs
Et c'est un véritable enjeu, je pense, au niveau des organisations, que de former les managers au leadership. Tout à fait. Et justement, par rapport à ce que tu nous expliques ici, Caroline, comment le leadership influence-t-il la performance, la culture aussi d'une entreprise selon toi ? Alors, peut-être je vais revenir juste sur les définitions de ce que moi j'entends par performance, peut-être, et culture. Tu parlais de culture d'entreprise, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que je pense que ça joue. Oui, bien sûr. Oui. Dans le style de management attendu, finalement. Oui. Pour moi, donc, la performance, c'est l'atteinte des objectifs. Et comme je l'ai dit, dans la définition que moi j'en avais du leadership, il y avait vraiment cette notion de faire grandir, d'amener, d'influencer, finalement d'inspirer pour amener à des objectifs communs. Donc, la notion d'objectif est inhérente à la notion de performance. Et alors, il y a la notion de culture d'entreprise que moi, j'assimile au fait, dans une organisation, d'avoir à la fois des comportements et des croyances partagées. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'alignement vision, mission, valeur, quand on travaille au niveau organisationnel en tout cas. Et donc, pour moi, dans ce contexte-là, effectivement, le leadership a une mission, enfin, les leaders ont une mission essentielle, un rôle à jouer qui est essentiel, parce que ils portent finalement la vision de l'entreprise, ils l'expliquent, ils la vulgarisent auprès des collaborateurs, ils expliquent un peu le pourquoi que Simon Sinek a théorisé. Et ils le transposent finalement dans les objectifs, que ce soit les objectifs organisationnels, mais également les objectifs que peut-être certains collaborateurs doivent pouvoir atteindre. Donc il y a ce rôle de communication et de vulgarisation d'une part, et il y a également le rôle d'amener la vision, de partager la vision, et d'amener à co-construire, comme je l'expliquais aussi dans l'exemple avec la réunion. Donc, c'est-à-dire de favoriser aussi des comportements dans l'organisation qui sont de l'ordre de la co-création, de l'intelligence collective, de l'innovation partagée. Et donc, tout ça amène aussi à revoir potentiellement la culture d'entreprise, qui était peut-être en temps 1 différente, mais au travers de la communication, de la vulgarisation et de la co-construction, d'amener une culture d'entreprise qui soit encore plus cohérente avec les collaborateurs et qui fasse qu'on soit vraiment dans un alignement, justement, entre la vision à long terme, la mission de l'organisation et aussi la mission et le rôle des collaborateurs et les valeurs qui sont portées à la fois par l'entreprise et par les individus. Donc ça me semble être essentiel, je vais dire, au niveau organisationnel. Au-delà de ça, pour moi, en tant que porteur d'une certaine manière de la performance, le leader, il a aussi un rôle un peu plus méta de compréhension du système plus méta, au-delà de l'organisation, en fait, du système, de comprendre ce monde VICA dans lequel on évolue, donc VICA pour volatile, incertain, complexe et ambigu, qui est un monde qui est en changement permanent, et le leader a cette capacité, avec sa vision qui est la sienne, de voir que dans ce monde qui est en changement permanent, on peut avoir des opportunités, et que ces opportunités peuvent servir dans l'organisation, peuvent être finalement entreprises au sein de l'organisation. Donc ça me semble aussi un élément important en termes de performance un peu plus globale, je vais dire ça comme ça. Et si on prend du coup au niveau de l'individu, quelles sont selon toi, Caroline, les raisons pour lesquelles le leadership est important globalement dans notre société ? Alors au niveau individuel, donc effectivement, je pense qu'il y a aussi un enjeu à ce que chacun et chacune, finalement, on devienne leader de sa propre carrière, leader de son propre projet professionnel. Il y a une statistique que j'ai lue récemment dans la revue Gestion qui dit qu'il faut pouvoir se réinventer professionnellement tous les 10 ans. Je pense que je n'étonnerai personne en disant qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des métiers qui évoluent, qui mutent, qui changent, etc., même des métiers qui disparaissent. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir aussi appréhender ces changements en tant qu'individu, se les approprier finalement et définir
son propre parcours de carrière finalement, s'entreprendre de ces éléments. Donc je pense que voilà, l'équation ou le paradigme qui disait on a un beau diplôme, on sort de l'école avec un super beau diplôme, donc on a une belle carrière et potentiellement on est employable toute sa vie. Cette équation-là ne fonctionne plus. Et donc, je pense qu'il y a une dimension de leadership individuel pour soi qui est importante aussi dans notre société. Ouais, c'est intéressant et on sait qu'il y a aussi plein d'idées reçues autour des leaders. Par exemple, voilà, un bon leader, ça doit être charismatique, être un peu extraverti, ou il doit forcément avoir réponse à tout, les solutions aussi, qu'on attend. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Alors, je pense que... ma réponse, elle va être qu'il y a autant de styles de leader qu'il n'y a de personnes aussi. C'est la question, de la manière générale, en tout cas, d'appréhender les choses. Dans ce que tu dis, je pense qu'il y a cette équation leadership égale extraversion qui revient très, très souvent quand on regarde un petit peu dans les propos des gens et dans les perceptions qu'on a du leadership. Et il y a effectivement la notion de leader égale le sachant. Donc ça, c'est effectivement cette équation qui revient assez souvent. Par rapport à l'extraversion, je dirais que il y a de très très bons leaders qui sont des introvertis. Angela Merkel, je pense, en est un bon exemple. Donc on peut être introverti sans forcément dysfonctionner en tant que leader. C'est juste que la proportion, je pense, de relation à l'autre va être différente quand on est un leader extraverti et un leader introverti. Oui. Alors peut-être, je vais revenir sur ma définition de ce que j'entends par extraversion et introversion, parce qu'elle n'est peut-être pas la même que celle que tu as ou celle de nos auditeurs. Mais pour moi, un extraverti, c'est quelqu'un qui va recharger son énergie, qui va remplir son énergie au contact des autres. Tandis qu'un leader introverti, lui, par contre, il va se décharger au contact de l'autre et il aura besoin, pour remplir son énergie, d'être en solitude, un peu plus en mode prise de recul. Et donc, sur base de ça, quand j'expliquais le fait que le leadership s'appuie sur 3 domaines de compétences, le côté relationnel, mais aussi le côté connaissance de soi, en fait, tout dépend de la proportion qu'on va donner à l'autre dans son leadership. On va toujours être, bien sûr, en relation avec l'autre, mais on va peut-être être un leader qui est plus en mode, ce que j'appelle, moi, hélicoptère, c'est-à-dire prise de recul, un observateur, plus dans l'analyse. Et bien sûr, on va être dans la relation à l'autre à un autre moment, mais donc on va avoir une proportion finalement de relation à l'autre qui va être différente. Il n'empêche qu'on peut quand même être un bon leader pour autant. Et je pense que ça dépend aussi du contexte dans lequel on établit ce type de leadership. Et ce que ça montre, en fait, c'est que, comme je le disais, il y a autant de styles de leadership qu'il n'y a de personnes. Mais néanmoins, je pense qu'on peut se poser la question, ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'on se pose la question de savoir c'est quoi son style de leadership. Et donc ça, j'ai collaboré à un ouvrage qui a été publié par Morgane Février et Jérôme O'Haraud qui s'appelle les 7 types de personnalités en entreprise, où ils établissent justement 7 profils de leaders. Et donc dans ces 7 profils de leaders, il y a effectivement des leaders qui ont plus la caractéristique d'être extravertis. Il y a le leader visionnaire, par exemple, celui-là, il est davantage extraverti, et d'autres qui sont davantage introvertis, du style le leader pragmatique, ce que moi, par exemple, je suis. Il y a le leader mentor, le leader diplomate, donc ça, je vous laisserai aller découvrir si vous le souhaitez. Il y a un test qui permet de le faire et qui est gratuit pour identifier son style de leadership. Au-delà de ça, je pense que qu'on soit d'accord avec les dénominations, les styles de leadership qui sont ici évoqués. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, comme je disais, c'est quoi, moi, mon style de leadership ? Qu'est-ce qui fait que moi, je me sens bien dans cette situation et que j'ai envie de faire grandir les autres, de les inspirer et de les amener finalement à les guider vers certains objectifs. Donc, à choisir le plus approprié pour soi. Donc, bien se connaître, c'est là où on en revient à cette notion que c'est hyper important. Et du coup, notre leader sachant, qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, tu as laissé de côté, toi. Est-ce que tu penses que... je pense que du coup, je connais un peu la réponse déjà, mais c'est pas forcément...
ce qu'on attend réellement de lui. Enfin, pas forcément. Maintenant, je pense qu'on peut avoir des très bons leaders aussi qui font d'une certaine manière leur légitimité sur leur expertise. Oui. Pourquoi pas. Mais je pense que c'est pas l'essence même du leadership. Pour moi, l'essence même du leadership, ça va être d'être plutôt dans une position basse, humble aussi, et de pouvoir savoir justement ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et de voir un peu comment on peut amener à co-construire. Donc c'est un peu, pour moi, en tout cas dans ma vision du leadership, c'est plus une position basse comme celle d'un coach, qui va amener à poser les bonnes questions, qui va amener à susciter les bonnes réflexions et finalement à tracer une forme de chemin, mais tout en le maîtrisant globalement, mais pas sur le processus. En tout cas, je pense qu'il faut pouvoir nourrir par le collectif l'ensemble de l'expertise partagée aussi. Je pense qu'on est aussi dans un monde où c'est impossible à l'heure actuelle, enfin peut-être qu'avant c'était le cas, mais de tout savoir. Donc il me semble que cette dimension est importante, en tout cas en leadership, que d'avoir cette vision basse, entre guillemets. Il n'est pas forcément irréprochable comme tous les êtres humains. Et oui, ça assoit effectivement une certaine crédibilité, légitimité via des compétences aussi techniques, évidemment. Mais encore une fois, l'intelligence collective reste importante. Alors, est-ce que toi, Caroline, tu peux nous partager un exemple de situation où tu as exercé un leadership efficace? Je mets des guillemets, mais... Alors, je ne vais pas faire la politique de l'autruche, mais je vais te répondre non pas par un exemple ou une illustration qui relève de comportements à moi, mais plutôt de comportements que j'ai pu observer. Et je te propose de creuser du côté d'un comportement d'un animal et d'une personnalité. Est-ce que ça te va plutôt que de parler de moi? Parfait. Alors, petite devinette, je vais vous parler d'un animal. C'est un animal qui vit dans l'eau, qui a une carapace, qui a des pinces. Moi, j'y associe la couleur rouge et on le mange habituellement sur les tables de Noël. Le homard. Effectivement. Donc, ce que je voudrais vous partager et partager avec toi, Noémie, c'est un peu un exercice justement de décodage de comment le homard peut nous donner une leçon de leadership finalement. Et ce que j'ai observé, ce que j'ai appris assez récemment sur le homard, c'est qu'au cours de sa vie, le homard va devoir se débarrasser de sa carapace. Alors moi, je ne le savais pas du tout. J'ai découvert ça. Donc, le homard, à un moment donné de sa vie, donc, il est coincé dans sa carapace. S'il reste dans sa carapace, il meurt, il s'atrophie finalement. Donc, il va devoir, à un moment donné, se débarrasser de cette carapace pour en reconstruire une. Ça veut dire que pendant un moment donné de sa vie, il va être tout nu, laissé entre guillemets dans le danger des prédateurs. Vulnérable. Oui, c'est ça, très vulnérable. Et donc, pour moi, le homard est justement un modèle en termes de vulnérabilité, parce que non seulement il va devoir, à un moment donné de sa vie, faire preuve d'audace et de courage pour se débarrasser de cette carapace, de se dire, OK, il faut que je la lâche et que je me mette finalement dans ce qu'on appelle... hors zone de confort, dans une situation vraiment de danger, de vulnérabilité, pour pouvoir se mettre en retrait pendant une certaine période et pouvoir reconstruire sa carapace. Et ça, il ne le fait pas une seule fois dans sa vie, il le fait plusieurs fois. Donc, je trouvais que c'était un exemple, une illustration particulièrement intéressante d'un comportement qu'on peut avoir, qui allie à la fois le courage et l'audace et la capacité à se mettre hors zone de confort, tout en faisant preuve de vulnérabilité, ce qui est un élément essentiel, une compétence sur laquelle repose le leadership. Donc voilà une première illustration. On ne verra plus jamais le homard de la même façon. Voilà. Grâce à toi, Caroline. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple que j'avais envie de partager. Et aussi... par rapport à ça, il le fait plusieurs fois dans sa vie. Et le leadership, c'est ça aussi, c'est de pouvoir se renouveler plusieurs fois, se réinventer dans sa manière d'être et dans sa manière d'atteindre les objectifs. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça, c'est le premier exemple. Et un deuxième exemple, c'est une personnalité cette fois. C'est une personnalité française, une chanteuse qu'on connaît plus sous le nom de La Môme et qui a chanté La vie en rose.
Edith Piaf. Effectivement. Donc, j'avais envie de vous parler d'Edith Piaf. 2 exemples qui, pour moi, ne sont pas forcément associés au leadership. C'est pour ça que j'avais envie un peu de sortir des sentiers battus en termes de leadership. Et ce que j'ai pu noter dans la vie d'Edith Piaf et qui m'a assez intéressée comme exemple de leadership, c'est qu'elle avait une capacité à voir un peu à travers les gens et de déceler des talents, des potentiels chez les gens qui étaient finalement insoupçonnés. Donc elle avait au-delà du côté chanteuse, elle avait ce côté un peu visionnaire. Et donc, elle s'est illustrée dans ce côté visionnaire par la carrière d'Yves Montand, en fait. Elle a une certaine... quand elle était jeune, à l'époque, je pense, elle a initié la carrière d'Yves Montand, elle l'a accompagnée, elle l'a fait s'entraîner, je pense, beaucoup de fois à chanter. Et donc, ça, c'était le premier moment de sa vie où elle a décelé le potentiel chez quelqu'un et elle a amené cette personne à devenir connue, à pouvoir faire de la scène. Et le deuxième exemple, et il est le plus illustratif, je pense, c'est le dernier homme avec qui elle a partagé sa vie, qui est Théo Sarapo. Et ce monsieur, en fait, est venu se présenter chez elle pour avoir un emploi de secrétaire. Et donc, dans une interview qu'on voit sur YouTube, elle dit, en fait, c'est un très, très mauvais secrétaire, mais au cours de cet entretien où il venait pour se présenter comme secrétaire, elle s'est rendue compte que c'était un très bon chanteur. Et donc, elle l'a amené à s'entraîner, à développer cette capacité à chanter. Et ils ont chanté ensemble et ils sont devenus compagnons sur scène et dans la vie. Et donc, ça, c'est une caractéristique qui moi, m'inspire énormément en termes de leadership, que à la fois de se dire... Tiens, cette personne, je vois en elle, alors qu'elle ne vient pas du tout pour ça, je vois en elle tel talent, et je suis capable de l'amener, de la faire cheminer pour qu'elle développe sa compétence, pour qu'elle développe ce talent. Donc cette capacité à faire grandir les autres, pour moi, est très inspirante. Et oui, surtout qu'on ne l'a pas forcément conscientisé. C'est quelque chose qui est décelé. Et on a tous, je pense, besoin de quelqu'un comme ça pour grandir et développer cette compétence cachée. Oui, tout à fait. Sous-estimée, peut-être. Oui. Et juste petite parenthèse, pour moi aussi, mais ça n'a rien à voir ici avec l'exemple d'Edith Piaf, mais dans la dimension du leadership, il y a aussi, au-delà du fait d'avoir la capacité de déceler le potentiel et de voir un peu de comment tracer le chemin pour la personne, qu'elle devienne... qu'elle développe ce talent. Je pense qu'il y a aussi une forme de respect vis-à-vis de l'autre et d'être d'accord avec le fait, d'être OK avec le fait que la personne ne veuille pas développer ce talent ou que ce ne soit pas le bon moment pour elle de développer le talent. Ça me paraît aussi un élément important, parce qu'on peut être un très bon leader et finalement mettre des gens hors zone de confort, dans des zones de danger, d'aller trop loin en les poussant dans des choses qui ne leur ressemblent peut-être pas. Et donc, cette forme de respect me semble aussi importante dans le leadership, de savoir quand s'arrêter finalement aussi dans la capacité à faire grandir l'autre. Mais finalement, derrière, ça peut être juste de la reconnaissance, reconnaître le talent en disant à la personne ce que je reconnais chez toi, c'est ceci, c'est cela, et ça fait du bien. Et on n'est pas obligé d'aller vers un objectif non plus derrière. Tout à fait. Alors, on commence à évoquer justement des techniques pour développer ces soft skills et notamment le leadership. Alors, est-ce que toi, tu as une recette ou des recettes à partager à nos auditeurs ? Alors, j'en ai plusieurs, et d'ailleurs, je viens de vous partager une recette que moi j'affectionne particulièrement, en fait, qui est celle de la modélisation. Donc, la modélisation, c'est l'exemple que j'ai donné avec le homard et Edith Piaf, c'est-à-dire s'inspirer des autres, de ce en quoi justement on s'identifie à eux pour un peu faire comme si on était telle personne. Donc, par rapport à Edith Piaf, c'est de se dire... cette personne m'inspire justement pour sa capacité à faire grandir les autres, mais moi en tant qu'individu, en tant que moi, qu'est-ce que je pourrais faire davantage un peu comme Edith Piaf pour pouvoir peut-être reconnaître les talents chez les autres. Ça pourrait être, c'est une démarche en tout cas en tant que telle pour pouvoir entraîner et développer ces soft skills.
Oui. Donc ça, moi, c'est la recette qui me parle énormément parce que j'adore les histoires. J'aime bien, j'ai un côté un peu biographe aussi et donc j'aime bien me plonger dans les histoires des autres pour comprendre. Et ça m'inspire énormément. Donc ça, c'est une première recette, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de développer ces soft skills pour peu qu'on y pose une intention. Donc, de se dire, en termes de j'ai envie de développer mon leadership, tiens, qu'est-ce que j'ai envie en particulier de développer comme compétence par rapport à ce leadership? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la vulnérabilité? Est-ce que c'est l'empathie? Donc ça peut être plein d'éléments sur lesquels on peut fixer son intention. Et après, en fait, c'est tout simplement de se poser des défis, de se mettre en place un espèce de programme d'entraînement pour, au travers des situations qu'on rencontre, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, pouvoir en fait mettre en place des comportements qui vont nous permettre de développer, de tester en fait cette compétence. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'une dimension du leadership quand j'ai parlé de l'exemple des 2 managers qui est de l'écoute active par exemple. Mais à l'écoute active, on peut dans la vie de tous les jours trouver 1001 situations où on peut se mettre en situation d'écoute active. Simplement, ce qu'on va essayer de faire, ce à quoi on va essayer de s'entraîner, c'est d'écouter un petit peu ce que la personne essaye de dire, donc de pratiquer plus de silence, de se mettre moins en mode action, je vais dire, par rapport à l'écoute de l'autre. Donc, et c'est pas pour autant d'être dans une attitude passive, hein, mais c'est vraiment d'être dans la maîtrise du silence aussi, peut-être de la reformulation et surtout de s'empêcher de donner des conseils ou de proposer des solutions, mais de laisser vraiment la personne parler pour voir, tiens, mais qu'est-ce qu'elle essaye de dire, qu'est-ce qu'elle essaye d'amener comme point de vue et quelle est aussi peut-être sa représentation du monde, puisqu'on sait qu'on a tous des représentations du monde, des filtres différents par rapport à la réalité. Ça peut être une manière de s'entraîner à l'écoute active et comme je le dis, on peut le faire dans le secteur professionnel ou pas, on peut s'entraîner de différentes manières. La vulnérabilité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est simplement de aussi poser à certains moments, peut-être de se dire, tiens, en mode connaissance de soi, quels sont peut-être les éléments, les pistes sur lesquelles moi je peux m'améliorer individuellement et peut-être les dire à son entourage en demandant aussi peut-être, tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer dans tel et tel domaine. Ça peut être un élément à part entière pour parler de vulnérabilité. Et il y a peut-être un troisième exemple, un troisième programme, entre guillemets, d'entraînement que j'aimerais bien partager. C'est lié à l'esprit de croissance et au growth mindset. Donc, je parlais tout à l'heure du rapport à l'échec qu'on a. Alors, dans notre société occidentale, le rapport à l'échec est assez compliqué. Et pour moi, le leadership, il s'appuie sur un rapport à l'échec, comme je l'ai dit, d'amélioration continue. On voit l'échec comme finalement une expérience et une opportunité d'amélioration continue. Et là, il y a un exercice qui est très intéressant, qui peut être fait en tout cas de manière hebdomadaire. C'est par rapport à une réalisation qu'on a faite durant la semaine écoulée, par exemple, et les auditeurs pourraient y réfléchir. C'est de se dire, tiens, par rapport à ce projet, cette réalisation qui peut être du domaine personnel ou professionnel, c'est d'appliquer le principe KISS. KISS pour keep, le K, I de improve, améliorer en français, le S de start et le S de stop. Et c'est de se poser la question, selon ce principe, par rapport à la réalisation que j'ai faite, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché peut-être, mais au-delà de ça, de se poser la question, qu'est-ce que je garde si je dois refaire la même chose, exactement la même chose, qu'est-ce que je garde à l'identique ? Qu'est-ce que j'améliore et quel est l'extra mile que je peux faire dans une prochaine réalisation ? Qu'est-ce que je commence de nouveau et qu'est-ce que j'arrête ? Et ça, pour les perfectionnistes, c'est pas mal intéressant. Je pense que c'est un exercice intéressant pour se poser, ici je parle de semaine après semaine, pour se poser sur ces réalisations et se dire justement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais surtout, comment je peux m'améliorer et en faire une expérience à part entière, en tirer des enseignements. Donc, il y a à la fois le moment d'introspection, mais aussi de la prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour se mettre dans cette optique d'amélioration continue.
Voilà un peu les petits programmes d'entraînement que j'aurais tendance à proposer dans ma recette qui n'est certainement pas exhaustive des compétences comportementales. Non, mais c'est déjà très intéressant. Merci beaucoup pour ton partage et ces précieux conseils. Est-ce que tu as un mot pour terminer ce podcast? Un petit conseil, peut-être un dernier à nos auditeurs? Oui, peut-être. En tout cas, un résumé peut-être et un message clé que j'aurais envie de partager. C'est, comme je le disais tout à l'heure, je pense que dans notre monde actuel, il n'y a plus de recettes, entre guillemets, toutes faites par rapport à notre parcours de carrière, à qui on est. Et ce qui me paraît essentiel, c'est effectivement de faire preuve de leadership pour soi, et de se mettre aussi dans cette optique de revoir son rapport à l'échec et de se mettre dans cette optique d'esprit de croissance, de growth mindset. Ça me paraît vraiment essentiel et c'est un élément sur lequel repose le leadership. C'est ce sur quoi j'ai écrit d'ailleurs mon chapitre dans l'ouvrage collectif dont je parlais tout à l'heure, les soft skills, les nouvelles clés du succès. Et c'est véritablement ce avec quoi j'ai envie que les auditeurs repartent aujourd'hui. Merci infiniment Caroline pour cette conversation aussi éclairante qu'inspirante. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cet échange qui était un véritable plaisir. Eh ben écoute, pour nous aussi. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce dialogue vous aura incité à explorer et à affiner aussi peut-être vos compétences de leader. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos podcasts pour ne manquer aucun épisode sur d'autres soft skills. Merci beaucoup et à bientôt.